Salut les génies de la compta, c'est Paul Bittier de Compta Génie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut sembler intimidant, mais qui est absolument crucial dans le monde des affaires, les normes IFRS. Vous vous êtes déjà demandé comment une entreprise en France peut être comparée financièrement à une autre, au Japon ou aux États-Unis? La réponse, c'est les IFRS. Alors, accrochez-vous, on va démystifier tout ça ensemble, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair. C'est parti. Pour bien comprendre les IFRS, il faut faire un petit voyage dans le temps. Avant les années 2000, le monde de la comptabilité était une sorte de tour de Babel. Chaque pays avait ses propres règles, ses propres normes. C'était un vrai casse-tête pour les investisseurs et les entreprises internationales. Imaginez vouloir investir dans une société à l'étranger, mais ne pas pouvoir comprendre ses états financiers, car ils sont préparés selon des règles totalement différentes des vôtres. Compliqué, n'est-ce pas? Face à ce problème, un besoin d'harmonisation s'est fait sentir. C'est là qu'intervient l'IASC, le Comité international des normes comptables, créé dès 1973. Son but était de promouvoir une comptabilité plus uniforme à l'échelle mondiale. Cet organisme publiait des normes appelées les IAS, pour International Accounting Standards. Mais le vrai tournant, c'est au début des années 2000. En 2001, l'IASC est réformé et devient l'IASB, l'International Accounting Standards Board, basé à Londres. C'est cet organisme qui est aujourd'hui responsable de l'élaboration et de la publication des nouvelles normes qu'on appelle désormais IFRS, pour International Financial Reporting Standards. Les anciennes normes IAS, qui n'ont pas été remplacées, restent cependant en vigueur. Le grand boom a eu lieu en 2002, quand l'Union européenne a décidé que, dès 2005, toutes les sociétés cotées en bourse sur son territoire devraient obligatoirement préparer leurs comptes consolidés en utilisant les normes IFRS. Cette décision a eu un effet domino mondial, et aujourd'hui, plus de 140 pays exigent ou autorisent l'utilisation des IFRS. Alors, quels sont les objectifs de ces normes? Il y en a 3 principaux. Premièrement, la transparence. Les IFRS visent à fournir une information financière claire et complète pour que tout le monde puisse prendre des décisions éclairées. Deuxièmement, la comparabilité. Comme je le disais, l'idée est de pouvoir comparer les performances d'une entreprise A avec une entreprise B, peu importe où elle se trouve dans le monde. C'est essentiel pour les investisseurs, les analystes et même les entreprises elles-mêmes. Enfin, troisièmement, l'efficacité des marchés financiers. En fournissant une information de meilleure qualité et plus standardisée, les IFRS aident les capitaux à être alloués de manière plus efficace, ce qui est bon pour l'économie globale. Maintenant, qui doit appliquer ces fameuses normes? En Europe, et donc en France, l'application est obligatoire pour les comptes consolidés des sociétés cotées en bourse. Pour les autres entreprises, c'est souvent une option. Par exemple, une filiale d'un grand groupe international non coté peut choisir de les utiliser pour faciliter la consolidation au niveau du groupe. Aux États-Unis, ils utilisent leurs propres normes, les US GAAP, mais il y a une forte convergence et beaucoup de discussions pour rapprocher les deux référentiels. Le champ d'application est donc vaste et continue de s'étendre. Avant de plonger dans la liste des normes, je veux vous dire quelque chose. Si vous voulez renforcer vos bases en comptabilité générale, j'ai préparé une série de PDF, super clairs et pratiques. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. C'est un excellent complément pour maîtriser tous les aspects du métier. N'hésitez pas, c'est cadeau. Allez, revenons à nos IFRS. Il en existe une petite série, chacune couvrant un aspect spécifique de la comptabilité. On ne va pas toutes les détailler en profondeur, ce serait trop long, mais je vais vous donner un aperçu des plus importantes pour que vous ayez une vision d'ensemble. Commençons par IFRS 1, qui traite de la première application des normes IFRS. Imaginez, c'est la toute première fois qu'une entreprise décide d'adopter ce langage comptable international. IFRS 1, c'est sa feuille de route, son guide pas à pas pour passer de ses anciennes normes comptables locales aux IFRS. Elle assure que les premiers états financiers IFRS d'une entreprise sont transparents, comparables et de haute qualité, tout en offrant un point de départ fiable. C'est une étape cruciale qui pose les fondations pour toute la communication financière future de l'entreprise à l'échelle mondiale. Passons à IFRS 2, une norme qui touche de près la motivation et la rémunération des équipes. Elle concerne les paiements fondés sur des actions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand une entreprise paie des biens ou des services en utilisant ses propres actions ou options sur actions. L'exemple le plus courant, ce sont les stock options offertes aux employés pour les fidéliser et aligner leurs intérêts sur ceux de l'entreprise. IFRS 2 explique comment comptabiliser ces transactions, en évaluant leur juste valeur et en la répartissant sur la période de service. C'est essentiel pour refléter le coût réel de ces avantages dans les comptes de l'entreprise. Ensuite,
nous avons IFRS 3, une norme absolument fondamentale dans le monde des affaires. Elle régit les regroupements d'entreprises, c'est-à-dire les fusions et acquisitions. Lorsqu'une entreprise en rachète une autre, ce n'est pas une simple addition. IFRS 3 impose d'utiliser la méthode de l'acquisition. Cela signifie que l'acquéreur doit identifier tous les actifs et passifs de l'entreprise acquise, les évaluer à leur juste valeur à la date d'acquisition et comptabiliser la différence par rapport au prix payé comme un goodwill ou écart d'acquisition. C'est une norme complexe qui a un impact majeur sur le bilan de l'entreprise après une acquisition. Continuons avec IFRS 5, qui s'applique à une situation bien particulière, celle des actifs non courants détenus en vue de la vente et des activités abandonnées. Imaginez qu'une entreprise décide de vendre une de ses usines ou de fermer une branche entière de son activité. IFRS 5 entre en jeu. Elle exige que ces actifs ou groupes d'actifs soient présentés séparément dans le bilan et qu'ils ne soient plus amortis. L'objectif est de donner une image plus claire aux investisseurs sur les opérations que l'entreprise a l'intention de céder et de distinguer les résultats de ces activités abandonnées des opérations poursuivies. Maintenant, parlons d'IFRS 8 qui concerne les secteurs opérationnels. Cette norme est capitale pour la transparence. Elle oblige les grandes entreprises cotées à fournir de l'information financière détaillée, non pas seulement pour l'ensemble du groupe, mais par segment d'activité. C'est ce qu'on appelle le reporting sectoriel. L'idée est de permettre aux analystes et aux investisseurs de voir l'entreprise comme la direction la voit, de comprendre quelles parties de l'entreprise sont les plus performantes, où se situent les risques et comment les ressources sont allouées. C'est une fenêtre sur la stratégie interne de l'entreprise. On arrive à IFRS 9, et là, attention, c'est un très gros morceau. Cette norme a complètement révolutionné la comptabilité des instruments financiers en remplaçant l'ancienne norme IAS 39. IFRS 9 couvre 3 grands domaines. Premièrement, le classement et l'évaluation des actifs financiers. Sont-ils évalués au coût amorti ou à la juste valeur ? Deuxièmement, la comptabilisation des pertes de crédit attendues. C'est un changement majeur. Les entreprises doivent maintenant provisionner les pertes potentielles futures, et non plus attendre qu'une perte soit avérée. Et troisièmement, la comptabilité de couverture pour gérer les risques financiers. C'est une norme dense et technique mais indispensable dans le monde financier actuel. Poursuivons avec IFRS 10. Cette norme définit les principes pour la préparation des états financiers consolidés. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand une entreprise, qu'on appelle la société mère, en contrôle une ou plusieurs autres, les filiales, elle ne peut pas se contenter de publier ses propres comptes. Elle doit présenter les comptes du groupe comme s'il s'agissait d'une seule et même entité économique. IFRS 10 établit un modèle de contrôle unique pour déterminer si une consolidation est nécessaire, en se basant sur le pouvoir, l'exposition aux rendements variables et la capacité à utiliser ce pouvoir pour influencer ses rendements. Ensuite, IFRS 11 s'intéresse aux partenariats, ou ce que la norme appelle les joints arrangements. C'est lorsque 2 ou plusieurs entreprises décident de collaborer sur un projet commun en partageant le contrôle. IFRS 11 distingue 2 types de partenariats. Les coentreprises, où les partenaires ont des droits sur les actifs nets de l'arrangement, et les partenariats simples, où ils ont des droits sur les actifs et des obligations pour les passifs. La méthode de comptabilisation est différente pour chacun, l'objectif étant de refléter fidèlement la nature de l'implication de l'entreprise dans le partenariat. Après cela, nous avons IFRS 12. Si les normes 10 et 11 nous disent quand et comment consolider ou comptabiliser des partenariats, IFRS 12 nous dit quelles informations il faut fournir à ce sujet. Elle impose des obligations d'information très détaillées sur les intérêts que détient une entreprise dans d'autres entités, filiales, partenariats, sociétés associées ou encore entités non consolidées. Le but est de permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature de ces intérêts et les risques qui y sont associés, ainsi que leur impact sur la situation financière et la performance de l'entreprise. On enchaîne avec IFRS 13, une norme transversale qui est absolument centrale en IFRS. Elle ne dit pas quand il faut utiliser la juste valeur, mais elle explique comment la mesurer. IFRS 13 fournit un cadre unique et une définition claire de la juste valeur ou fair value en anglais. C'est le prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. Elle établit aussi une hiérarchie des justes valeurs en 3 niveaux, selon que les données utilisées pour l'évaluation sont observables ou non. Maintenant, une autre norme qui a tout changé, IFRS 15. Elle a créé une véritable révolution dans la manière de comptabiliser le chiffre d'affaires. Fini les règles dispersées et parfois contradictoires, IFRS 15 instaure un modèle unique et universel en 5 étapes.
L'entreprise doit 1. Identifier le contrat avec le client, 2. Identifier les obligations de performance dans le contrat, 3. Déterminer le prix de la transaction, 4. Allouer ce prix aux différentes obligations de performance, et 5. Comptabiliser le revenu lorsque l'obligation de performance est satisfaite. C'est un changement de logique profond, centré sur le transfert de contrôle au client. Ensuite, IFRS 16, la norme la plus récente qui a eu un impact énorme sur les bilans des entreprises. Elle a totalement modifié la comptabilisation des contrats de location. Avant, on faisait une distinction entre la location simple, qui n'apparaissait pas au bilan, et la location financement. IFRS 16 a supprimé cette distinction pour le preneur, c'est-à-dire celui qui loue le bien. Désormais, presque tous les contrats de location doivent être inscrits au bilan. L'entreprise doit comptabiliser un droit d'utilisation de l'actif et une dette de location correspondante. Résultat, les bilans ont gonflé, montrant une vision plus complète des engagements réels des entreprises. Enfin, la toute dernière née des grandes normes, IFRS 17. Celle-ci est très spécifique car elle s'applique aux contrats d'assurance. C'est un secteur qui avait ses propres pratiques comptables, très diverses d'un pays à l'autre. IFRS 17 vise à harmoniser tout ça en introduisant un modèle d'évaluation unique et cohérent pour tous les contrats d'assurance. Elle cherche à rendre les états financiers des assureurs plus transparents et plus comparables au niveau international. C'est une norme extrêmement complexe qui a demandé des années de développement et qui transforme en profondeur la comptabilité du secteur de l'assurance. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier les normes IAS, les International Accounting Standards, qui sont les ancêtres des IFRS. Beaucoup sont encore en vigueur et tout aussi importantes. Par exemple, IAS 2 qui régit la comptabilisation des stocks, ou encore IAS 16, la Bible pour les immobilisations corporelles, c'est-à-dire les terrains, les bâtiments, les machines. Il y a aussi IAS 36, crucial pour les tests de dépréciation d'actifs. Comment savoir si un actif a perdu de la valeur et comment le comptabiliser? Ou IAS 38 pour les immobilisations incorporelles, comme les marques, les brevets ou les logiciels. Chaque norme, qu'elle soit IFRS ou IAS, est un monde en soi, avec ses propres règles, ses spécificités et ses interprétations. C'est précisément cette complexité et cette richesse qui font de la comptabilité IFRS un domaine d'expertise si passionnant et si recherché sur le marché du travail aujourd'hui. J'espère que cette introduction vous a permis de mieux cerner ce que sont les IFRS et pourquoi elles sont si importantes. C'est un univers passionnant et en constante évolution. Si ce genre de sujet vous plaît, et que vous voulez qu'on explore une norme en particulier dans une prochaine vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Votre avis est super important pour moi. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, le meilleur moyen de me le montrer, c'est de laisser un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la comptabilité et la finance. On a plein de sujets passionnants à venir. N'oubliez pas de télécharger vos PDF gratuits sur la compta, le lien est en description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Paul Bittier de Compta Génie. Restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.